Ariane 5. Qui n'a jamais entendu parler de ce lanceur européen légendaire, qui aura eu la lourde tâche de succéder à Ariane 4, et qui aura finalement volé plus d'une centaine de fois et transporté plusieurs dizaines de satellites, mais aussi de sondes à destination d'autres mondes. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment le CNES a développé ce lanceur, qui, en quelques années, est devenu le nouveau fleuron de l'industrie spatiale européenne. L'incroyable aventure de ce lanceur commence dès 1979, 20 ans avant son premier vol, alors qu'Ariane 1 commence tout juste à voler. On pense alors à Ariane 5 comme étant une simple évolution d'Ariane 4, avec de plus grandes capacités d'emport. Et dans ce but, une multitude de concepts seront étudiés, avec la présence de plusieurs boosters à poudre, ou en ayant recours à de la propulsion cryogénique, ou encore en faisant appel à des configurations un peu plus exotiques, comme avec un réservoir latéral, à la manière de celui de la navette spatiale qui serait largable après utilisation. Mais aussi, Ariane 5 doit être capable de lancer un potentiel vaisseau habité européen, car l'idée d'envoyer des astronautes dans l'espace commence à germer dans l'esprit des dirigeants de l'ESA et du CNES. Et ces institutions veulent que ça soit pris en compte dans le projet. Mais je parlerai de ce projet, Hermès, dans une prochaine vidéo qui lui sera dédiée. L'année d'après, toutes les études se concentreront sur l'aspect économique du lanceur, qui doit permettre à Arianespace de garder sa compétitivité en matière de lancement commercial. Le but est alors de rendre Ariane 5 80% moins cher qu'Ariane 4. En 82, un tournant décisif est pris pour le projet. Ariane 5 devra pouvoir lancer 8 tonnes de charge utile en orbite de transfert géostationnaire et offrir un diamètre de coiffe égal ou supérieur à celui de la navette américaine, pour pouvoir toucher ainsi le plus de clients possible. À l'époque, toutes les versions envisagées étaient des copies améliorées d'Ariane 4, mais un élément va venir changer ça. L'ESA décide qu'Ariane 5 sera finalement propulsée grâce à des ergols cryogéniques, c'est-à-dire de l'hydrogène comme carburant et de l'oxygène comme comburant, le tout étant stocké à de très basses températures. Le choix du design général du lanceur est ainsi décidé. Ça se jouera donc entre une version améliorée d'Ariane 4, une version avec un unique moteur sur l'étage central et 2 gros boosters à poudre, ou encore une version assez étrange sans aucun booster. Et ce fut finalement le deuxième design qui l'emporta, tout simplement car le moteur cryogénique est plus fiable, car on peut vérifier sa bonne mise en route avant l'allumage des 2 boosters, et ces derniers pourront d'ailleurs se voir rajouter des segments de poudre au besoin, s'il est nécessaire de la rallonger, en fonction du poids de la charge utile. On est désormais en 1984, et Ariane 5 commence à bien se dessiner sur les planches à dessin des ingénieurs. La future fusée sera ou triétage, fera de 45 à 50 mètres de haut et 5,4 mètres de diamètre. Pour les boosters, ils devront développer une poussée de 500 tonnes environ pendant 117 secondes. Enfin, la coiffe sera gigantesque par rapport à la taille du lanceur, avec 16 mètres de long. Finalement, en janvier 85, le conseil de l'ESA accepte le projet Ariane 5, les études poussées pouvant alors commencer. Dans la suite de l'année, la société CEP présentera au salon du Bourget son tout nouveau moteur Vulcain, censé équiper le premier étage d'Ariane 5. L'ESA est confiante. Ce moteur s'inspire largement des moteurs J2 américains qui propulsaient les 2e et 3e étages des fusées lunaires Saturne V et qui n'ont jamais subi de dysfonctionnement en vol. Et en plus, ce moteur ne rejette aucune substance toxique, mais uniquement de l'eau, oui.
L'année d'après, en 86, la fabrication des moteurs des boosters à poudre est confiée à Europropulsion. En 87, les pays membres de l'ESA officialisent alors leur participation ou non au projet. Car oui, on ne le sait pas forcément, mais être dans l'ESA ne signifie pas participer à tous ces programmes. Ariane 5 réunirait finalement 12 pays, dont les 3 principaux sont l'Allemagne, l'Italie et bien sûr la France, qui, grâce au CNES, gérera l'ensemble des opérations qui réuniront au final près de 150 sociétés différentes, toutes unies dans le même objectif, construire le futur lanceur lourd européen. L'année d'après, les travaux du futur pas de tir d'Ariane 5, l'ELA-3, commencent, tout comme les travaux du site d'intégration du lanceur au Mureaux, près de Paris. L'année suivante, en 89, le CNES commande les 3 premières paires de boosters pour Ariane 5. Le 14 décembre, un propulseur d'appoint à échelle réduite sera d'ailleurs testé avec succès. C'est la première mise à feu d'un booster segmenté en Europe. En juillet 90, le futur moteur Vulcain est testé pour la première fois à Vernon. En 91, les choses sérieuses commencent. Le site d'intégration des Mureaux est officiellement inauguré par Michel Rocard, le Premier ministre de l'époque. Mais aussi, l'usine de Propergol pour les boosters à poudre est officiellement inaugurée en Guyane. Et en 92, les premiers essais sur le pas de tir débutent, avec des essais de compatibilité avec diverses pièces du lanceur factice. En novembre de la même année, une décision importante est prise. Le programme de navette habitée Hermès est définitivement supprimé. Ariane 5, elle, ne l'est pas, et elle servira donc uniquement à lancer des satellites. En plus, le fait qu'elle ait été conçue pour lancer Hermès va déboucher sur une bien plus grande fiabilité du lanceur. En février 93, le tout premier test d'un booster grandeur nature est réalisé à Kourou, permettant de valider son bon fonctionnement. En juin, on testera un second booster, test qui se déroula également à la perfection. Pendant le même mois, en parallèle du salon du Bourget, Aérospatiale va faire imprimer une Ariane 5 taille réelle sur la tour Eiffel, qu'elle laissera pendant près de 2 semaines. En juillet arrive à Kourou le premier modèle de Celtra, le module permettant le lancement de 2 charges utiles. Le 10 août, la première maquette de l'étage central d'Ariane 5 arrive au CSG en provenance des Mureaux, et il y sera testé par la suite. En octobre, la nouvelle coiffe d'Ariane 5 sera testée dans les locaux de la NASA pour tester sa séparation, essais qui se dérouleront correctement. L'année 94 fut un peu moins remplie. On peut tout de même noter la réalisation de nombreuses autres mises à feu statiques des boosters et de l'étage central. On testera aussi en Allemagne pour la première fois le moteur du 2e étage, Aestus. En février 95, les 2 premières tuyères pour les boosters d'Ariane 5 partent de Bordeaux pour Kourou. À partir de ce moment, les essais sur le pas de tir ELA-3 pour tester le futur lanceur se succéderont à un rythme très soutenu. Mais le 5 mai 95, pendant un essai sur le pas de tir, 2 ouvriers décèdent suite à une fuite d'azote. Après avoir corrigé le problème, les essais reprendront, mais avec du retard sur le calendrier alors prévu. Cet événement marquera les employés, qui, pendant un temps, parleront même de lanceurs maudits. Le 24 août 95 marquera une étape importante. Les charges utiles devant voler sur la première Ariane 5 viennent d'arriver à Kourou. Ce sont 4 satellites cluster développés par l'ESA, destinés à étudier les interactions entre le Soleil et la Terre. Le premier vol était alors prévu pour fin 95, mais à cause d'un problème lors d'un test d'un moteur à Lampoldhausen en Allemagne, le lancement fut repoussé à fin avril 96. Le 7 octobre, la première paire de boosters arrive à Kourou pour ce premier vol, nommé Ariane 501. Le 24 janvier 96, les choses s'accélèrent, l'étage central est livré à Kourou et le 4 mars, la campagne de lancement est officiellement commencée. Les étages sont assemblés, la case d'équipement est testée, tout semble prêt pour la mission V87, ou Ariane 501 donc, le premier vol du nouveau fleuron européen. Mais revenons un peu sur les caractéristiques finales de ce nouveau lanceur. Ariane 5 mesure 51,4 mètres de haut dans sa première version, appelée Ariane 5G pour générique. Elle est tout d'abord composée d'un grand étage central, l'EPC, qui est propulsé par des ergols cryogéniques, qui se mélangent dans la chambre à combustion de son moteur, le Vulcain. Ce dernier n'est pas un moteur très puissant, il ne participe qu'à moins de 10% de la poussée au décollage, on aurait donc pu choisir de l'allumer qu'à la séparation des boosters. Mais c'est un moteur à ergols liquide, et ces moteurs possèdent des tuyères orientables, ce que les moteurs à ergols solides n'ont pas, ou alors elles ne s'orientent que de quelques degrés.
Or, il faut pouvoir diriger le lanceur pendant la première phase du vol. Il est donc logique d'avoir choisi de l'allumer au décollage. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom du moteur, Vulcain, vient tout d'abord de son initiale, le V, qui a été choisi en référence à Vernon, ville où il a été développé et testé. C'est seulement par la suite que les ingénieurs l'ont nommé d'après le dieu romain du feu, lui donnant ainsi son nom actuel. Par contre, vous aurez peut-être remarqué une différence avec les dessins du lanceur proposés au début du développement et la version actuelle. Les drapeaux des pays participants au projet ont bougé de place, laissant le PC vide de toute décoration. Et ça, comme d'habitude dans le spatial, ça a une explication. Alors pourquoi avoir bougé ça? Eh ben, si on regarde de près l'étage central, on se rend compte qu'il est composé d'une multitude de sortes de briques oranges de 4 cm d'épaisseur, briques qui deviendront d'ailleurs grises dans les versions suivantes, et non pas d'un revêtement lisse. Pourquoi? Car il s'agit d'un revêtement thermique, protégeant les ergols de la chaleur. Or, mettre de la peinture pour les drapeaux par-dessus aurait pu réchauffer ces derniers, ce que l'on veut éviter à tout prix. On les a donc mis sur les boosters. C'est donc pour ça que vous verrez des inscriptions sur les boosters ou sur la coiffe, mais jamais sur un réservoir cryogénique. Revenons donc à notre lanceur. Le PC n'est pas le seul étage à fonctionner pendant le décollage. Il y a également les 2 boosters, appelés EAP, qui assurent la majorité de la poussée pendant la première phase du vol. Ils mesurent 27 mètres de haut et peuvent contenir 238 tonnes d'ergols solides. Il est propulsé par un moteur MPS qui délivre une poussée de 540 tonnes, l'équivalent de 8 Ariane 4. Ce moteur n'en est pas un à proprement parler, car en effet ici, il s'agit plus d'une simple tuyère, sans chambre de combustion ou autre. Ces boosters sont segmentés, c'est-à-dire qu'on le fabrique en 3 pièces différentes que l'on assemble par la suite. La poutre utilisée est un mélange de 2 ingrédients principaux, le perchlorate d'ammonium et l'aluminium, le tout formant de sortes de gros blocs verts que l'on empile en forme d'étoile dans les différents segments. Après que toute cette poudre est brûlée, on largue les EAP grâce à des rétrofusées, puis ils retombent dans l'océan Atlantique. Pendant une période, l'ESA a tenté de les récupérer, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Après la séparation des boosters du premier étage, c'est l'EPS qui prend le relais. EPS signifie étage à propergol stockable, qui sert à amener là où les charges utiles sur leur orbite finale. Il est propulsé par un unique moteur Aestus, fournissant une faible poussée de 29 kN. Juste au-dessus de ce deuxième étage, on trouve la case équipement, qui contient tous les instruments nécessaires au bon fonctionnement du vol. Enfin, tout en haut du lanceur, on trouve la coiffe, et le SILDA, la structure servant à lancer 2 charges utiles à la fois, parfois remplacée par une plus grande version, la Speltra. Tous ces éléments sont modulaires, et il y a quasiment une configuration différente par vol. Il est d'ailleurs également possible de rajouter encore différentes extensions de coiffe pour augmenter la capacité d'emport, ou de l'équiper d'une structure servant à envoyer plusieurs satellites d'un coup. J'allais finir la vidéo sur ce point, quand j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange. L'axe d'ouverture de la coiffe n'est pas parallèle à l'axe des boosters. Ça pourrait sembler sans importance, mais dans le spatial, tout est important. Mais alors, pourquoi se compliquer la vie à décaler la coiffe de 25 degrés précisément? Après avoir un peu fouillé, j'ai trouvé une explication à laquelle j'aurais pas forcément pensé. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de test de la coiffe, quand cette dernière se sépare, elle n'est pas rigide, au contraire. Il se produit ce que les ingénieurs s'appellent l'effet papillon. Les bords inférieurs des 2 demi-coiffes vont se tordre jusqu'à quasiment se toucher. Et jusqu'à quasiment toucher la case équipement située juste en dessous. Or, cette case présente plusieurs conduites, électriques notamment, qui longent tout le lanceur de la base à son sommet en se plaçant entre les boosters et le premier étage, de manière à éviter de diminuer l'aérodynamisme du lanceur. Cette conduite dépasse donc de quelques centimètres au niveau de la coiffe, et pour éviter qu'elle ne soit percutée lors de l'ouverture de la coiffe, il a été décidé de décaler l'axe d'ouverture de cette dernière. Il y a également une deuxième raison. Les zones situées dans l'axe des boosters subissent plus de contraintes que les autres zones, et pour ne pas les accentuer, décaler l'axe d'ouverture de la coiffe qui est légèrement plus lourde que le reste était aussi bénéfique. Comme quoi, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard sur un lanceur spatial.
Dans une prochaine vidéo, nous aborderons l'histoire des vols de ce nouveau lanceur européen et des nombreuses grandes missions qu'il a lancées. En attendant, abonnez-vous si vous le voulez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.